Et l'invité de ce vendredi est donc Jean-Marie Roire. Bonsoir. Bonsoir. Vous occupez le fauteuil numéro 26 à l'Académie française où vous êtes entré en 1997. Vous avez obtenu le prix Interallié en 1977 pour Les Feux du pouvoir, le prix Renaudot en 83 pour Avant-guerre, le prix de l'essai de l'Académie française en 1985 pour Ils ont choisi la nuit. C'était un essai consacré aux écrivains qui se sont suicidés. En 1994, vous avez écrit Omar, la construction d'un coupable, radiographique d'un système judiciaire qui a conduit, selon vous, à la condamnation d'un innocent. C'est le combat de votre vie, dites-vous, on en reparlera un peu plus tard. Votre dernier livre s'intitule Cette opposition qui s'appelle la vie, édition Grasset. Et puis, parallèlement, vous menez une carrière de journaliste chroniqueur. Vous écrivez notamment dans Paris Match. Ensemble, nous allons commenter l'actualité du jour et de la semaine. Et d'abord, les remous au sein de la majorité. Alors que Nicolas Sarkozy fête aujourd'hui sa mi-mandat. En guise de célébration, la droite serre les dents. Le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, c'est l'événement de la semaine prochaine. On en parle avec le président de l'Assemblée européenne des citoyens. Et puis le débat sur l'identité nationale, ou plutôt le débat qui fait débat, y compris sur le web. Et pour l'actualité du jour, voici le tour de l'info en images, préparé comme tous les soirs par Pierre-Henri Jargonne. Dernier rebondissement au Sénat dans le débat sur la poste qui oppose depuis une semaine majorité et opposition. Face à l'enlisement des échanges, Gérard Larcher souhaite prolonger l'examen du texte lundi. Encore faut-il sur ce point que le président du Sénat ait le feu vert du gouvernement, ce qui n'est pas acquis. En attendant, les sénateurs continueront leur marathon postal en siégeant demain et dimanche. 137 mesures pour l'outre-mer, des mesures annoncées par Nicolas Sarkozy à l'issue d'un premier conseil interministériel consacré à ces dossiers. Mesures économiques axées sur le développement des territoires et quelques promotions. Marie-Luce Panchard, secrétaire d'État, va être élevée au rang de ministre à part entière. Ce plan est la reconnaissance de l'outre-mer, dit-elle. Le PS dénonce ce soir un discours décousu et misérabiliste. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy côte à côte dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'ancien président remettait au nom de sa fondation les prix pour la prévention des conflits. Des retrouvailles aussi, empreintes d'une certaine complicité. Et cette sortie de l'actuel président sur ses déboires du moment. Quand on est en situation de responsabilité et quand on veut en faire quelque chose, Jacques, forcément à un moment, ça provoque l'incompréhension. Forcément à un moment, ça provoque le débat. La longue marche pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le gouvernement propose aux syndicats de réfléchir à la mise en place de quotas pour élargir la représentation des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Xavier Darcos, le ministre du Travail, n'exclut pas d'éventuelles sanctions. Il faut que nous donnions des moyens, et ces moyens passent par la contrainte, même si ça n'enthousiasme pas tout le monde, en particulier les représentants des employeurs, visiblement, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. Il n'empêche, c'est ce que nous ferons. Est-ce la prochaine polémique politique? La garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, exclut ce soir la possibilité d'un contrôle parlementaire sur la présidence de la République. Inconstitutionnel, dit-elle. Le Parti socialiste réclame un contrôle de ce type pour y voir plus clair sur l'affaire des sondages à l'Élysée. Alors, Jean-Marie Roire, vous commentez avec nous l'actualité. L'image politique du jour, c'est peut-être les retrouvailles, Sarkozy, Chirac. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, ça c'est vraiment l'illustration d'une réconciliation un peu de façade. Bon, parce que je crois que on peut dire que Jacques Chirac n'a pas vraiment tendu la perche à Nicolas Sarkozy. Je ne veux pas reparler de l'affaire Clearstream, mais enfin, c'était, disons, le non-dit de l'affaire Clearstream. C'est-à-dire que Jacques Chirac, étrangement d'ailleurs, parce que Nicolas Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, était le candidat naturel de la majorité et l'héritier naturel de Jacques Chirac. Donc c'est vrai que, mais ça c'est la politique, on est obligé, et Nicolas Sarkozy est obligé en ce moment de maintenir dans la majorité toutes les grandes personnalités. Il ne va pas non plus, et puis il a raison, je veux dire, ça c'est, je crois qu'un président de la République doit tout assumer, y compris les amertumes, y compris, voilà, il doit
il doit passer l'éponge et c'est très bien comme ça. Alors justement, tous les vendredis, nous revenons sur le dossier qui a rebondi toute la semaine. Et cette semaine, alors que Nicolas Sarkozy en est exactement à la moitié de son mandat, eh bien, la majorité, elle, grince des dents, fronde de certains parlementaires, quoique au sein du gouvernement, les voix discordantes se font entendre, à commencer par celle de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. L'Élysée et Matignon ont dû hausser le ton. Marie Brémaud refait le film pour nous. Ils ne veulent pas voter la réforme de la taxe professionnelle en l'état et ils le font savoir dans une tribune du journal du dimanche. 24 sénateurs avec à leur tête Jean-Pierre Raffarin rendent publiques leurs divergences avec le gouvernement. Mais attention, il ne faut y voir aucune attaque personnelle. Il n'y a pas de pataquès entre Nicolas Sarkozy et moi. Au doute des sénateurs, le gouvernement répond lundi par une certitude. La réforme doit se faire. La réforme de la taxe professionnelle doit se faire et elle se fera dans ce budget. On dément tout soulèvement à l'UMP et pourtant, après les sénateurs, c'est au tour des députés de droite d'afficher leurs différences. Ils sont 60 à souhaiter un emprunt national très ambitieux pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros. Le conseiller spécial du président, Henri Guénaud, applaudit l'initiative, prenant à contre-pied Éric Woerth. La cacophonie ambiante n'est pas pour déplaire au secrétaire général de l'UMP. Il revendique mardi le droit au débat. Il ne doit pas y avoir qu'une seule tête, il doit y avoir différentes expressions, mais au final, il y a une ligne. C'en est trop, le Premier ministre hausse le ton devant les parlementaires. Même recadrage mercredi en Conseil des ministres, mais cette fois c'est le président lui-même qui enjoint le gouvernement à la jouer solidaire. Le discours est aussitôt relayé par Roselyne Bachelot, elle-même confrontée à l'insoumise Ramayad. Dans une équipe gouvernementale. Mais ça va mal dans l'équipe gouvernementale. Il faut jouer collectif. Eh bien, elle joue pas collectif, vous pouvez en convenir. Il faut jouer collectif. Eh bien, écoutez, je le lui dis avec beaucoup d'amitié et de gentillesse et en me comportant comme une grande sœur. Bonne élève également, Christine Lagarde reçoit les sénateurs frondeurs et applique la politique de l'autruche. On est tous dans la même équipe, on fait tous partie de la majorité et on est en travaux d'amélioration d'un texte. La trêve est de courte durée car jeudi, Jean-Pierre Raffarin réitère ses doutes et continue d'exiger un autre calendrier. La réforme du côté des collectivités locales, elle ne doit s'appliquer qu'au 1er janvier 2011. Entre-temps, nous souhaitons pouvoir évaluer le système, faire des simulations. François Fillon, publiquement, cette fois-ci dans une interview, recadre son camp. Chacun doit rester à sa place, dit-il. Une flèche pour Henri Guénaud qui, visiblement, ne fait pas mouche. À 52 ans, je suis insensible à toute forme de recadrage. Même du Premier ministre ? D'où qu'elle vienne. À bon entendeur. 3 millions cette année. Voilà, chacun doit rester à sa place. Jean-Marie Roire, vous n'avez pas caché votre sympathie et votre admiration pour le chef de l'État. Est-ce que vous comprenez les états d'âme de la majorité ? Bien sûr, mais il faudrait aussi replacer ça dans le contexte de la Ve République. Ça a toujours existé sous la Ve République, même à l'époque du général de Gaulle, il y avait des tiraillements, il y avait des tensions, c'est la politique. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a Nicolas Sarkozy, quelquefois, est pris au piège même de ses propres intentions louables, avec la coproduction législative, il a essayé de donner un rôle au Parlement, et on voit le Parlement, évidemment, et les députés, les sénateurs qui reprennent du poil de la bête et veulent exister. Je crois que pour M. Raffarin, c'est un peu son problème. C'est vrai que M. Raffarin, qui est un homme tout à fait estimable, voyait pas très bien quel rôle il pouvait jouer. Et il lui faut trouver un moyen d'exister. Il a trouvé le prétexte de la taxe professionnelle qui rencontre dans les communes, dans son électorat, un très grand soutien. Moi, je suis très mal placé pour juger de l'intérêt de la suppression de la taxe professionnelle, parce que c'est un problème très complexe, je crois. Et vous y voyez un prétexte pour exister au sein de la majorité ? Je crois que politiquement, c'est vraiment le prétexte pour exister, et c'est aussi la politique. Donc, je crois que c'est normal, à mi-mandat, c'est normal qu'il y ait des tensions. Je crois que ça fait partie du jeu. Ce qui serait embêtant, c'est pourquoi moi je suis un gaulliste. C'est pour ça que toutes les modifications de la Constitution qui donnent un peu trop, justement, un rôle un peu trop grand au Parlement, il faut faire attention, parce que ce qui importe quand même, c'est de faire des choses. Moi, ce que j'apprécie chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'au fond, il veut faire des choses, il a une ambition pour ce pays. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, hein, moi, surtout dans la méthode, sur le problème de l'identité nationale. Moi, je suis sur le fond, oui, mais, enfin, sur la méthode, on peut critiquer.
mais on ne peut pas lui reprocher de ne rien faire. Il peut faire quelque chose. Pour parler de ce sujet, nous sommes avec Alain Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au Figaro. C'est un peu une fête un peu ratée quand même pour la mi-mandat de Nicolas Sarkozy. Écoutez, il y a deux manières de regarder ce mi-mandat, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bon, alors là, on va regarder le verre à moitié vide. C'est pour ça que je suis là. Alors, le verre à moitié vide, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où le chef de l'État veut s'occuper de tout, présenter toutes les réformes, assumer absolument toutes les actions gouvernementales, prendre l'initiative de tout, au prétexte que c'était le cas jadis, mais on le disait pas. Et ben maintenant, on le fait de manière transparente. Il y a forcément quelqu'un qui en paye les frais, c'est le Premier ministre. Et il y a nécessairement aussi, et du même coup, un gouvernement qui tiraille, parce que les ministres sont plus que jamais en contact direct avec l'Élysée, avec les conseillers de l'Élysée, qui évidemment leur donnent des instructions qui les dessaisissent un peu, et on a l'affaire Ramayadé. Ramayadé, ça c'est une affaire absolument scandaleuse, elle n'avait rien à dire, elle avait resté dans son rôle, mais moi ce qui me choque... Donc certains ne sont pas restés à leur place, comme le dit... Mais les ministres, bien sûr, les ministres, ils doivent se taire, mais je comprends en même temps. Bon, se taire ou s'en aller. Elle a de la personnalité, c'est certainement pas la plus bête du gouvernement, elle a le sentiment de sa valeur, elle se dit, zut alors, c'est quand même pas normal qu'on me laisse comme ça sur le coin du chemin. Mais elle n'avait pas à le faire. Mais quand j'entends dire, il faut être solidaire pour respecter l'équipe, l'État, on parle de l'État. Or, on ne parle plus de l'État du temps du général de Gaulle, pardon, cher Jean-Marie, on parlait de l'État. Là, on nous parle de l'esprit d'équipe. Bon, c'est affligeant quand même d'en arriver là. Bon. Alors ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est l'affaire Raffarin. C'est totalement différent. Lui, il est au Sénat. Bon, d'ailleurs, une indépendance de parole d'autant plus grande qu'au Sénat. Il y a une grande tradition du Sénat. N'oublions pas que c'est le Sénat qui, en 1937, avait fait tomber Léon Blum. Donc, bon, il y a une tradition d'indépendance du Sénat. Bon, il la représente fort bien. Et par ailleurs, je crois, là, c'est le seul point sur lequel je me démarquerai de ce qu'a dit Jean-Marie. Sur tout le reste, je suis totalement d'accord. C'est qu'il y a un vrai souci chez les élus locaux. Enfin, locaux, et des grandes villes. En particulier, quand Juppé avait dit on se fiche du monde, je crois même qu'il avait employé une expression, ce qui est rare chez lui, encore plus énergique, monosyllabique. C'est se foutre du monde, il avait dit. Oh mon Dieu, vous vous rendez compte? Enfin, vous l'aurez dit vous-même. Je ne voulais pas que ça franchisse la barrière de mes dents. Mais vous vous rendez compte que, enfin bon, il y a une vraie... il faut quand même que ça s'exprime, ça. Que le Parlement ait plus de pouvoir ou pas. Et en l'occurrence, le Sénat, c'est une tradition. Est-ce que le recadrage de l'Élysée et de Matignon va servir à quelque chose? Je pense que, comme d'habitude, vous savez, il y a quand même le vieux réflexe. Heureusement, les institutions de la Ve République, que moi je trouve très malmenées depuis 2 ans, ont une robustesse absolument extraordinaire. Elles surmontent absolument tous les viols qu'on peut leur faire subir. Et en l'occurrence, surtout dans l'esprit des Français qui sont très attachés, je pense qu'un mot du président de la République, quels que soient les reproches qu'on puisse lui adresser sur la manière dont il conduit le vaisseau, les gens, ils s'alignent, ils se rendent compte que ça irait contre leur intérêt, à commencer d'ailleurs par François Fillon lui-même, qui a des ambitions et qu'on peut comprendre. Et alors juste d'un mot, on est à mi-mandat de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous retenez dans la première partie de son mandat, Jean-Marie Roy? Justement, on peut dire qu'il a fait quand même beaucoup de choses. Et alors, est-ce qu'il y a une chose que vous retenez? Les retraites, les réformes des retraites que tout le monde avait essayé de faire et que personne n'avait réussi à faire. L'UNEDIC, les ACDIC, c'était aussi une réforme que tout le monde voulait faire, que personne n'a réussi à faire. Et puis ce que je crois aussi, c'est vrai que, je reprends ce que disait Alain Gérard Slama, il y a chez lui, il n'aime pas la fiction. Et c'est vrai que la politique, c'est un peu de la fiction. Il a voulu, il y avait une intervention très directe de tous les présidents de la République sur l'audiovisuel. Eh bien lui, au lieu qui passait par le CSA, eh bien lui, il dit non, on va faire ça directement. Autre mesure, à mon avis, qui va contre ses intérêts, c'est le contrôle par la Cour des comptes des dépenses de la présidence de la République. Personne ne lui demandait. Il le fait, et maintenant ça se retourne contre lui, on dit il fait des sondages, voilà. Donc il y a chez lui une forme d'honnêteté, je ne veux pas dire de naïveté, parce que je ne crois pas du tout que ce soit naïf, mais c'est vrai qu'on lui fait des reproches maintenant d'avoir finalement voulu plus de clarté. C'est peut-être un peu injuste, parce que c'était au fond... il a fait confiance en se disant les Français sont des adultes. Ben non, je ne crois pas que les Français sont des adultes. Ils ont envie que papa, maman, il y ait un mystère.
Juste un mot, qu'est-ce que vous retenez de la première partie de Écoutez, ce moi, ce qui m'a bluffé, alors on va parler du verre à moitié plein, hein, je pense quand même. J'étais assez critique jusqu'à présent, très brièvement. On croyait l'Europe foutue quand il est arrivé aux affaires, et il l'a fait redémarrer. Et ça, indiscutablement, avec Madame Merkel, tous les deux d'ailleurs, ils en partagent le bénéfice et le mérite. Ça a été quand même quelque chose de tout à fait considérable et qui restera dans l'histoire. Merci beaucoup Alain Gérard Stama d'être venu analyser ce dossier. Robert Rue, François Hollande ou Ramayad, justement, on en parlait, ces personnalités ont marqué la semaine. Voici les tops et les flops de Saveria Rojek. Ramayad a du mal à se faire pardonner ses velléités d'indépendance. Selon Nicolas Sarkozy, la Benjamine du gouvernement a des difficultés à s'intégrer dans une équipe. Mais forte de sa popularité, elle gagne 5 points dans le dernier baromètre TNS Sofres pour le Figaro. Ramayad devrait rester en place au moins jusqu'aux prochaines régionales. Robert Rue a lancé cette semaine le MUP, le mouvement unitaire progressiste. Son but, rassembler toute la gauche. L'ancien numéro 1 du PC reproche à Jean-Luc Mélenchon et à Marie-Georges Buffet de refuser des alliances avec le PS au premier tour des régionales. Il sera d'ailleurs candidat dans le Val d'Oise sur la liste du socialiste Jean Peluchon. Un soutien inattendu pour François Hollande. Jacques Chirac trouve que l'ancien numéro 1 du PS a sans aucun doute les moyens d'avoir un destin national. François Hollande dévoile en effet ses ambitions pour 2012 dans un livre qu'il dédicacera demain à Brive, aux côtés justement de Jacques Chirac. Difficile anniversaire pour Barack Obama, 1 an, jour pour jour, après son élection à la Maison-Blanche. Le président américain subit 2 défaites électorales importantes, d'autant plus qu'il s'était personnellement impliqué dans la campagne. Les républicains ont remporté les postes de gouverneur dans le New Jersey et en Virginie. C'est un des géants de la pensée française qui disparaît. Claude Lévi-Strauss s'est éteint le week-end dernier, à l'âge de 100 ans. L'auteur de Triste Tropique est considéré comme le père de l'anthropologie et de l'ethnologie moderne. Alors Jean-Marie Roire, la personnalité que vous retenez, j'imagine, c'est Claude Lévi-Strauss? Bien sûr. Mais enfin, Barack Obama a fait beaucoup et je dois dire, moi j'ai une énorme admiration pour Barack Obama qui en ce moment traverse des difficultés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même un homme qui a donné de l'espoir au monde. Et on a le sentiment que depuis longtemps on n'avait pas éprouvé dans le monde entier le sentiment qu'un homme d'État était en train d'accomplir une mission. Alors bien entendu, moi je peux dire j'étais très ému par la disparition de Claude Lévi-Strauss qui jusqu'à 100 ans, il venait toujours à l'Académie, il était très assidu. C'était un homme impressionnant et en même temps vous pouviez parler avec lui, vous pouviez lui poser des questions. Moi, je lui parlais surtout de religion. Et un jour, il m'avait dit, vous savez, je suis athée, mais je préfère parler avec des gens qui croient. Et c'était un homme impressionnant, un homme qui, à l'Académie, en imposait énormément. Et pourtant, Dieu sait qu'en dehors de moi, je suis presque un stagiaire à l'Académie, mais les autres sont des gens tout à fait remarquables. Eh bien, c'est vrai que c'est un homme qui avait un statut spécial parce que la profondeur de sa pensée, son intelligence et surtout, moi je l'aimais parce que c'est un homme de tolérance, c'est un homme qui est tout à fait dans l'esprit de Montaigne et dans l'esprit, on pourrait dire, de Jean-Jacques Rousseau. C'est un homme qui respectait les autres, il respectait non seulement l'humanisme, la tradition, mais en même temps il respectait les animaux. Il était un peu pour les droits, élargir les droits de l'homme aux droits des animaux, aux droits des plantes. C'est pour ça que son œuvre a un singulier écho aujourd'hui chez nos contemporains, parce que on pourrait dire que ce grand savant a été un des hommes qui ont diffusé les valeurs de l'écologie. Vous voyez, c'est pas du tout une œuvre de savant qu'on ne peut pas lire. Tout le monde peut lire Triste Tropique, peut lire ses ouvrages dans lesquels il y a une philosophie, un esprit, parce que c'est aussi un artiste, c'est aussi un écrivain. C'est pas seulement un savant, c'est un écrivain. D'accord. Alors, on avance et le débat de la semaine, c'est celui sur l'identité nationale. Il a alimenté les conversations des internautes notamment. La vie politique se passe aussi sur le web. La preuve avec Élisée Cardi. Ça s'est passé jeudi au Sénat. Christian Estrosi inaugure le genre, la séance en direct sur Twitter. Le ministre envoie ses petits commentaires depuis l'hémicycle. La gauche fait de l'obstruction au détriment du service public. Et quand la réplique arrive... Monsieur Estrosi, je suis un autodidacte comme vous.
Service public, c'est un C, c'est pas QE. On n'a pas le droit, dans un hémicycle comme le nôtre, dans la haute assemblée, d'avoir des comportements de la sorte. Je suis profondément indigné. Et la bataille a continué. Autant pour moi, dit Martial Bourquin. Non, autant pour moi. Jusqu'à cette justification du ministre ce matin sur la sémantique de l'adjectif public, valable, dit-il, jusqu'au XVIIIe siècle. Une chicane qui tombe à pic cette semaine, où le parler français est au cœur du grand débat sur l'identité nationale, lancé par le ministre de l'Immigration. Bonjour, bienvenue sur ce site, qui est le site que nous avons créé pour le débat sur l'identité nationale. Depuis lundi, chacun est appelé à donner sa contribution. Mais déjà le débat fait débat et une équipe de télévision aurait pris le site en flagrant délit de sélection outrageuse en faisant le test et 2 commentaires. Une seule de ces contributions a été retenue immédiatement. L'identité nationale, c'est défendre le drapeau et la Marseillaise comme le fait Nicolas Sarkozy. En tout cas pour le Front National, l'opportunité est trop belle. Le parti a lancé son alternative, le vrai site de l'identité nationale. Jean-Marie Roy, est-ce que c'est une bonne idée de lancer le débat sur l'identité nationale sur Internet, à votre avis? Oui, moi je trouve en tout cas c'est très bien de lancer cette idée, ce débat sur l'identité nationale. La seule chose que je regrette, c'est que c'est un débat qui aurait dû être lancé par le président de la République. C'est lui. Il a chargé Éric Besson de le faire. Oui, mais enfin, c'est lui qui aurait dû le lancer par un grand discours fondateur, et ensuite, il aurait dû cadrer ce débat. Mais à quoi ça sert, un débat sur Attendez, alors, il aurait dû cadrer ce débat en faisant appel au corps intermédiaire, notamment sur le plan culturel. Je crois que c'est un débat culturel très important. À quoi ça sert? Je crois que ça sert au fait que, à toutes les époques, on s'est posé, on se pense, toute la politique s'est posée, en le disant ou sans le dire, le débat sur l'identité nationale. Les Américains le posent tout le temps. Je crois qu'aujourd'hui, où beaucoup de Français n'ont plus de culture, et ils ne sont plus, ni par l'éducation nationale, ni par le service militaire, ils ne sont plus au courant vraiment de ce qu'ils sont, et ils sont angoissés à la veille de l'Europe, et dans la mondialisation. Je pense que c'est utile d'essayer de dire, de montrer que la France, c'est pas seulement la torture en Algérie, les méfaits du colonialisme, c'est aussi de grandes valeurs, c'est aussi des valeurs universalistes, et c'est un pays qui, à l'étranger, a apporté au monde quelque chose de une lumière au monde. Et c'est cette lumière dont parlait le général de Gaulle, et cet accord entre la grandeur de la France et la liberté du monde, je pense que c'est important de le montrer aujourd'hui aux Français. Aux jeunes. Alors déjà dans votre... Non, à tout le monde, pas seulement aux jeunes, à tout le monde. Dans votre livre, votre dernier livre, cette opposition qui s'appelle La vie, qui est sorti avant le lancement de ce débat sur l'identité nationale, mais vous aviez déjà un chapitre intitulé « Fier d'être français ». C'était déjà un sujet qui vous préoccupait. Mais écoutez... C'est vous qui avez inspiré Éric Besson? Ça préoccupe tout le monde. Je pense que ce débat sur l'identité, je veux dire, qu'est-ce que le français? Alors, moi, je vous donnerai mon opinion. C'est vrai que pour moi, la culture, la langue française, c'est une identité que je trouve formidable. Et c'est vrai que ce que j'aime dans la France, c'est ce mélange qui est très ancien, qui nous vient de la Grèce, entre l'esthétique et l'éthique. Voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans les désirs d'ailleurs de ce que voulait être Lévi-Strauss, qui a parlé de l'intelligible et du sensible. Eh bien, je crois que cette tradition française, c'est ça. C'est de faire de la beauté et que cette beauté ait une valeur morale. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon livre. Mais c'est une question, je crois que je connais peu de gens, en fond, qui se désintéressent de cette idée de ce qu'ils sont, de ce que sont leurs racines, de quelle est la lumière qui est portée par par l'apport de leur culture. Je crois que c'est normal. C'est normal de se poser cette question, surtout devant de grandes mises en cause qui sont la tyrannie du marché. C'est vrai que moi je crois à l'exception française. Je crois à l'exception française et il me semble que c'est intéressant de s'interroger, s'il y a une exception française, de savoir pourquoi. Allez, on passe à l'agenda de la semaine prochaine, dès mardi et au lieu de lundi, puisque le débat, vous l'avez vu sur le projet de loi sur la Poste, a été repoussé. Mardi, donc, les sénateurs entameront l'examen du budget de la sécurité sociale, ou PLFSS. Mercredi, les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Angela Merkel sera à Paris, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et puis, jeudi, le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe A.
Et l'événement la semaine prochaine, c'est bien sûr le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. À cette occasion, Public Sénat vous propose plusieurs émissions spéciales. Lundi, ne ratez pas la retransmission en direct des festivités à Berlin entre 15h et 16h30. Et pour en parler, nous sommes avec Bernard Dreano, président de l'Assemblée européenne des citoyens. Bonsoir. Alors, le monde entier s'apprête à célébrer cet événement historique. Qu'est-ce qu'il faut retenir, d'après vous, de la chute du rideau de fer? Alors, moi j'étais à Berlin le jour de la chute du mur, et j'y étais pas par hasard. J'y étais parce que je savais que le mur allait tomber. Ça paraît surprenant. Oui, parce que ça a été une surprise pour beaucoup de gens. Non, c'était pas du tout. C'était une surprise pour beaucoup de gens, mais ils ne regardaient pas ce qui était en train de se passer. Je rappelle par exemple que depuis 3-4 ans, il y avait en Allemagne de l'Est des mouvements, pas des mouvements minuscules, des mouvements assez massifs, notamment féministes, pacifistes, des mouvements pour la démocratie. Et évidemment, il y avait des mouvements du même genre dans les autres pays d'Europe centrale et orientale. Et les catégories, le système qui portait ce mur était en train de s'effondrer ou était déjà effondré sous la pression, y compris des populations, des opinions publiques, et aussi sous la crise du système de guerre froide. On sortait de l'idéologie de guerre froide. Donc vous y assemblez. Quelle image vous retenez? Il y a des images qui ont fait le tour du monde. Quelle est l'image que vous retenez de la chute du mur, vous? Alors évidemment, pour moi, par exemple, je me trouvais donc à Berlin ce jour-là, et j'ai accueilli, d'ailleurs ça a été filmé à l'époque par Canal+, un dissident d'Allemagne de l'Est qui avait été expulsé, comme c'était beaucoup la façon de faire des Allemands de l'Est, et les opposants, on les virait à l'Ouest. Et lui, il est revenu à l'envers. Il a passé le mur à l'envers pendant que tous les Allemands de l'Est passaient à l'Ouest. Lui, il est passé à l'Est pour retrouver ses copains, qu'il n'a pas retrouvés d'ailleurs parce qu'ils étaient tous à l'Ouest. Et espèce de chassé-croisé, d'aller-retour, c'était tout à fait... Voilà, on circule maintenant. Ça a œuvré à la construction européenne? Bien sûr, ça a œuvré à la construction européenne, mais en même temps, ça a totalement troublé la construction européenne. La construction européenne, telle qu'elle se concevait dans sa première phase, c'était bien sûr l'idée plus de guerre entre peuples européens, mais c'était aussi nous allons construire une Europe, un modèle social et politique européen à l'Ouest, par rapport à un modèle entre guillemets à l'Est. Et par exemple, la dimension sociale, la dimension était très grande dans les modèles sociaux ouest-européens. Et puis, avec la chute du mur, brusquement, ces moteurs, la question de la paix était, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, déjà loin. L'Europe s'est trouvée confrontée à la plus grave guerre sur son territoire, juste après la chute du mur, en Yougoslavie. Et la construction de l'union de la grande Europe sans l'espèce de contre-modèle, etc. Et donc on est entré dans une espèce d'hésitation. Bien entendu, l'Europe s'est élargie, l'Union européenne s'est élargie. Oui. L'Union européenne, c'est pas tout à fait l'Europe, mais l'Union européenne s'est élargie. Un certain nombre de valeurs démocratiques qui avaient été proclamées, par exemple par le Conseil de l'Europe, se sont répandues, mais en même temps, le modèle d'Union européenne est un peu entré en crise. D'accord. Alors, j'ai deux questions à vous poser, il nous reste moins d'une minute. Qu'est-ce que vous faisiez le 9 novembre 1989 ? Eh bien, certainement, je regardais la télévision, parce que vraiment, c'est un moment pour moi très important, je trouve. Tous les moments de la vie d'un peuple, où il y a, seulement d'un peuple, où il y a la liberté. La liberté arrive, je trouve que c'est des moments de liesse. Alors, ma deuxième question, vous nous avez un objet, comme tous nos invités fil rouge, quel est-il ? Alors, c'est la partie d'une écritoire qui m'a été donnée par Omar Haddad. Vous savez que j'ai mené un grand combat pour Omar Haddad. On le disait au début de cette émission, oui. Voilà. Ce jardinier marocain qui avait été condamné à tort et sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Omar, la construction d'un coupable. Et au moment de sa libération, pour me remercier du combat que j'avais mené, et d'ailleurs il a une phrase très belle, il a dit que je n'avais pas mené un combat pour lui, mais pour la justice et pour la France. Eh bien, il m'a offert un ensemble d'une écritoire marocaine avec
quelque chose, un endroit pour écrire, et puis un gobelet, et puis voilà. Et ça me touche énormément parce que c'est ce combat pour voilà, c'est un combat qui m'a valu beaucoup d'ennuis, mais je ne retiens que le positif, c'est-à-dire cet homme extraordinaire comme Maradat qui a souffert. Et qui a été gracié par Jacques Chirac. Gracié, mais qui n'est toujours pas, dont le procès n'a toujours pas été révisé. Merci beaucoup Jean-Marie Roy. Merci d'être venu commenter l'actualité de la semaine avec nous. Merci beaucoup à vous Bernard Dréano. C'est la fin de ce 22h. Tout de suite, la soirée continue avec Jean-Marie Colombani qui reçoit Nicolas Bavrez et Brice Teinturier. Excellente soirée sur Public Sénat.